Et donc nous allons laisser notre hôte démarrer ce moment. Chers amis, alors quelle joie de vous voir aussi nombreuses et nombreux, ce qui montre notre soutien à Pinard et l'affection que beaucoup d'entre vous lui portez, parce que même si on ne la connaît pas depuis très longtemps, immédiatement on devient voilà, pote, ami de cœur. Donc c'est pour moi vraiment très, très impressionnant de vous voir ici nombreux, parce que c'est quand même un moment particulier. On sait tous, il y a ici tellement de défenseuses et de défenseurs des droits qui sont dans cette salle, mais on sait que c'est bien difficile de mobiliser autour de nos causes et autour de nos défenseurs des droits, et ça fait chaud au cœur de voir une salle pleine. C'est pas toujours le cas, cher Pinard. Avec des tas de gens ici formidables qui chacune et chacun d'entre eux sont souvent, enfin, des personnes qui sont extrêmement actives dans la défense des droits humains. Alors je voudrais saluer les élus qui sont là, mais il y en a d'autres qui doivent nous rejoindre. Notre amie Laurence Patrice, que tu connais bien et que tu as vu à plusieurs reprises et qui est évidemment adjointe. Anne-Claire Boux, qui est maire adjointe aussi, très engagée dans bien des causes, et notamment aussi sur la question des droits humains. Jérôme Glaise, que tu connais aussi très bien, et qui a été un de ceux qui, ces dernières semaines, et avant bien sûr, en tout cas ces dernières semaines, avec ce procès qui est arrivé, s'est particulièrement mobilisé. Et au moment, je cite Jérôme Glaise, arrive le président de groupe Paris en commun, Rémi Féraud, qu'on salue, et dont vous savez tous aussi à quel point il est attaché à la cause, à quel point il est attaché notamment à la Corte, l'association que nous aimons particulièrement dans cette mairie, et nous sommes heureux de voir aujourd'hui, parce que l'UMIT le sait, pendant très longtemps, on avait un problème dans cette assemblée avec l'accord. Enfin, pas pour nous évidemment dans la majorité, mais et Anne-Claire s'en souvient, parce que souvent on avait des subventions à défendre tous les deux, que ce soit la FASTI et la Corte, c'était les deux associations dont l'opposition ne voulait jamais voter les subventions, avec des propos totalement hallucinants. Et puis l'année dernière, miracle, eh bien déjà ça a commencé par l'accord, et on était très très heureux de ce vote. En tout cas, ils n'ont pas voté contre. Et alors cette année, grande surprise, la FASTI, qui était quand même la pire des choses pour eux, eh bien, ils se sont abstenus et ils n'ont même pas pris la parole. Et donc voilà, je pense que peu à peu, je pense que la question des droits humains, comme je ne vais pas dire qu'elle devient consensuelle, mais en tout cas les choses avancent, et c'est extrêmement important. Alors on est aujourd'hui extrêmement fiers d'avoir Patrick Beaudoin, qui maintenant connaît quand même bien la maison, il vient quand même très très régulièrement, le président de la Ligue des droits de l'homme, et c'est important pour nous d'être à côté de cette grande association qui porte tellement de causes, qui est une conscience pour nous, et qui nous remet dans le bon chemin, parce que nous aussi, nous commettons, eh bien oui, des erreurs. Et je pense qu'on a besoin d'avoir des associations comme celle-là pour nous remettre et nous rappeler à quel point la démocratie peut être fragile, et à quel point les droits humains doivent être respectés, à quel point la liberté d'expression est importante. Alors, on est donc, je resalue UMIT pour l'accord, pour dire aussi nous à quel point, et Rémi et Laurence, qui sont des élus du 10e arrondissement, vous connaissent plus que tout le monde, puisque vous êtes tellement actifs en plus dans le 10e arrondissement, qu'on sait à quel point voilà, vous êtes utiles dans notre ville, et à quel point on a besoin de vous, à Paris 10e, mais aussi bien au-delà. Alors je veux saluer, alors je ne l'ai pas encore vu, mais on me le présentera tout à l'heure, ton avocat qui est dans la salle, Martin Pradel. Où est-il? Levez-vous que tout le monde vous voit quand même. Donc Robert Guédiguian, qui est réalisateur, qui devrait être dans le là, Leïla Chahid, qui devrait être dans la salle.
Elle n'est pas encore arrivée, mais elle va arriver. Donc on la salue par avance. Maud Ingarao, coordination des collectifs de solidarité avec Pinar-Sellette. Fanny, alors j'espère que je ne vais pas écorcher le nom. Ben, je crois que je vais l'écorcher. Est-ce que je me fais engueuler si je l'écorche? Ah, on va voir ce qui se passe. Bon, ben oui, je sais. Alors Fanny Jedlicki. Bravo. Bon, ça va. Donc, qui est présidente de l'association des sociologues enseignants du supérieur et qui aujourd'hui anime cette réunion. Maud Ingarao du collectif, de la coordination des collectifs de solidarité avec Pinar-Sellette. Où est-elle? Au lieu de Maud, il y aura Marianne Ebal de Marche mondiale des femmes qui vient de Suisse. Elle représente tous les collectifs en Europe. Eh ben, merci de venir de Suisse. Bien sûr, Amnesty International qui est représenté. Et est-ce que Lio est là? Lio est là, mais elle se cache. Elle est cachée. Bah, il ne faut pas se cacher comme ça, Lio. Ça nous fait plaisir à nous, mais ça fait surtout plaisir, évidemment, à Pinar. Alors je le disais au nom de Anne Hidalgo, et vraiment on regrette qu'elle aurait souhaité être avec nous, mais la vie de mère fait que parfois on est dans une période un peu compliquée, comme vous le savez. Il y a parfois des réunions d'urgence qui se font et elle ne peut pas être avec nous. Et croyez bien que c'est un grand regret parce que, je dis, il y a ici une unanimité parmi nous pour soutenir Pinar, et évidemment que la mère aurait aimé être là. Eh ben voilà, bah tu le dis, excusez-moi. Gérard Chalia. Voilà. Voilà, mais dis toi-même. Michel Lou. Voilà, ils sont encore plus contents quand ça vient. Ils sont plus heureux quand ça vient de ta part. Alors, merci à toutes, parce qu'en fait, on ne peut pas citer tout le monde. Il y a énormément de représentants et de représentantes et de représentants d'associations. Donc, on vous salue toutes et tous et on vous remercie d'être présents, notamment dans ces jours, parce qu'il y a cette réunion aujourd'hui, mais dans les jours qui viennent, on aura tous et toutes besoin d'être autour, moralement, physiquement, autour de Pinar. Parce que même si elle est toujours souriante, on imagine que c'est quand même des moments extrêmement difficiles, même si elle est une femme avec beaucoup de conviction et beaucoup de force. On sait que c'est jamais plaisant de se voir être mise en cause comme elle va l'être encore dans quelques jours. Alors tes idées, ton combat, ton militantisme pour les droits humains, eh bien nous les honorons ce soir. Dans cette maison. Ça fait plus de 20 ans, quand même, 20 ans, vous imaginez, dans une vie, c'est quand même quelque chose d'énorme, que tu es poursuivi par les autorités turques pour un attentat que tu n'as pas commis, donc plus de 20 ans qu'un acharnement judiciaire dur. En 98, tu es arrêté, interrogé à propos de tes recherches sur la question kurde, arménienne et trans. Tu seras par la suite incarcéré pour complicité par le PKK, torturé longuement, car tu refuses de livrer des informations et les noms des contacts kurdes. C'est dire à quel point ton courage est remarquable. On ne sait pas ce que nous ferions dans de telles situations. La torture, je crois que c'est une des pires choses. Et tu résistes. La même année, tu apprends à la télé, depuis ta prison, que tu es inculpé pour un attentat terroriste, qu'évidemment tu n'as pas commis, après une explosion au marché des épices d'Istanbul, et dans les jours qui viennent, plusieurs rapports, et par la suite, plusieurs rapports d'experts ont certifié qu'il ne s'agissait évidemment pas d'une bombe, mais de l'explosion accidentelle d'une bouteille de gaz, et pourtant, et malgré ça, et malgré les preuves, tu vas faire l'objet d'un acharnement judiciaire. Alors on t'accuse de tout, alors que tu n'as rien fait, rien d'illégal en tout cas, mais voilà, tu déranges. Et ce qui dérange surtout, c'est tes idées. C'est tes idées. C'est ta force de conviction. C'est tes recherches. Et donc ça fait de toi une cible à abattre dans un pays, il faut le dire quand même clairement, qui ne respecte pas les droits humains. En 2000, tu sors quand même de prison, faute de preuves, bien évidemment, mais aussi grâce à une mobilisation exceptionnelle d'avocats, d'intellectuels et de beaucoup de personnes que tu as pu croiser sur ton chemin. Et il faut le remarquer, dans ton pays, dans ton double, parce que tu as une double nationalité maintenant, il y a toujours, et plus que jamais, des gens qui souvent au risque
hein, ta propre famille, hein, au risque de leur intégrité physique, continue à te défendre plus que jamais. En 2001, tu fondes avec d'autres militantes féministes l'association Amargui qui défend les droits des femmes, des personnes trans et de toutes les minorités. Même la crainte d'être de nouveau arrêté pour tes idées ne t'empêche pas de continuer à avancer. Alors tu vas être malheureusement à un moment contrainte de quitter ton pays, la Turquie, tu vas nous rejoindre. Alors je vais là peut-être un peu vite dans notre pays où tu vis maintenant à Nice. Tu as maintenant la double nationalité, donc tu es française et turque, mais toujours très attachée à ce qui se passe et très vigilante sur ce qui se passe dans ton pays. Malgré le fait que tu sois ici et que quand même un certain nombre d'années se soient passées, eh bien, tu continues à subir cette répression politico-judiciaire et après 4 acquittements, on aura, je crois, et notamment ton avocat, l'occasion d'y revenir, la Cour d'assises d'Istanbul émet un mandat d'arrêt qui requiert ton emprisonnement immédiat avant ce procès qui va avoir lieu dans quelques jours, le 31 mars. Et on sait à quel point... certes, tu n'es pas en Turquie, mais tu es quasiment enfermé dans notre pays et on t'a empêché, toi qui es une sociologue, une militante aussi, mais tu ne peux pas aujourd'hui, au risque de pouvoir te faire arrêter, aller dans d'autres pays et c'est tout à fait inconcevable, inimaginable et tout à fait scandaleux. Alors, on a voulu, évidemment, au Conseil de Paris, et ici, plusieurs, les 3 groupes sont représentés, à la fois par un vœu commun des 3 groupes, et je crois que c'était important, et que c'était vraiment une volonté de tous nos élus ici présents. D'abord qu'on affirme ce soutien, qu'on demande aussi à l'État français de te protéger. Et on n'a pas eu de réponse. J'ai de mon côté écrit au ministre de l'Intérieur, on attend toujours sa réponse, parce que on sait quel est cet État, et que aujourd'hui, eh bien oui, il faut que tu sois bien sûr prudente, et c'est notre responsabilité. Tu es une citoyenne aussi française, et c'est notre responsabilité quand quelqu'un est menacé, d'ailleurs qu'il soit français ou pas français, qu'une personne qu'on a acceptée sur notre sol, qui est une personne qui défend les droits humains, doit être défendue. Et ça, nous l'avons demandé, et nous espérons que, quand même, on n'a peut-être pas toutes les informations, mais que, évidemment, j'espère que l'intérieur est évidemment vigilant à ce qui peut se passer pour toi, et nous espérons qu'on va avoir une expression politique du gouvernement te concernant. Ils ont encore quelques heures pour le faire, et je pense que ça honorerait la France de te soutenir clairement dans ce procès totalement injuste. Alors, nous, on a voulu évidemment envoyer un signal politique dans tous ces combats que tu mènes, parce que ton combat sur les Kurdes est très connu, ton combat sur l'Arménie est très connu, évidemment ton combat féministe, qui est parti de toi-même, évidemment, depuis très longtemps, ton combat pour les enfants des rues, et souvent moins ton combat en faveur des personnes trans et des personnes LGBT, et tu sais à quel point ces sujets me concernent, et j'espère que grâce au contact que tu nous as donné, j'aurai l'occasion demain de rencontrer des représentants des associations LGBT à Istanbul. Et je voulais dire, parce que c'est vrai qu'on en parle moins, et qu'on sait à quel point aussi, vous imaginez, en Turquie, porter ces combats-là aussi rajoute aux autres combats que tu portes. Et franchement, en tant qu'homosexuel, je voulais te remercier, parce que moi j'ai la chance de vivre dans un pays où je peux faire ce que je veux, où j'ai même le droit de me marier, où il y a l'égalité, et de penser que, à l'est de l'Europe, et évidemment pas seulement malheureusement qu'en Turquie, eh bien il est très difficile de vivre sa vie quand on est une personne trans et quand on est LGBT. Alors on est très fiers aujourd'hui de te remettre la plus haute distinction qui existe dans notre mairie, c'est la médaille Grand Vermeil. Et je vais demander d'ailleurs à mes collègues qui sont là, Yann ne nous a pas rejoint, venez avec moi, peut-être d'être à côté de moi, je pense que ce serait symbolique qu'on soit tous ensemble. J'ai oublié de citer Sylvain, je ne sais pas cité tout à l'heure, mais dans l'émotion. Alors on va sortir
rentrer. Vous allez voir. Voilà, bah écoute, ici en présence des élus de la mairie de Paris, au nom évidemment de la maire de Paris, on est très honorés. C'est nous qui sommes honorés de pouvoir te remettre cette médaille grand vermeil de la ville de Paris, qui est la plus grande décoration que cette ville peut accorder. Et on le fait pour ce que tu es d'abord et pour ce que tu fais. Voilà, donc voilà cette médaille. Moi, je serais fier de partir avec plusieurs d'entre vous demain à Istanbul. Toi, tu ne pourras pas être là, mais nous serons. Tu seras avec nous dans notre cœur. Voilà, pour dire tout simplement à quel point Paris est à tes côtés. Je suis très émue car il y a 102 ans, ces mois-ci, les Parisiens ici, dans cet endroit, est en train de créer une expérience extraordinaire qui a façonné les luttes sociales mondiales. Cette histoire, je me souviens, m'avait aussi marqué quand j'étais ado, parce que j'étais dans une famille de gauche, il y avait plein de livres, tout ça, et surtout Louise Michel, et sa parole féministe et anti-autoritaire. Et aujourd'hui, 52 ans après, pardon, et donc je reçois cet honneur dans un Paris qui résiste. Dans un Paris qui résiste parce que la cause, comment dire, la cause de justice est toujours dans l'actualité. Donc, leur but des communards était une France juste. Mais pas que la France. Vous savez, un des caractères importants de la commune, elle était très internationale, voire transnationale, par rapport à ses cadres, par rapport à ses acteurs, actrices, et par rapport aux revendications aussi. Et parce que on ne peut pas construire une France juste dans un monde injuste. Et plus que jamais, aujourd'hui, dans le contexte de l'économie mondiale et néolibérale, il faut penser la justice toujours à l'échelle internationale, transnationale, et agir ainsi. Car je pense que rien n'est jamais acquis, y compris dans les pays qui se revendiquent démocratiques. Vous savez ce qui se passe même en France. Après l'expérience du nazisme, fascisme, à l'époque, vous savez, on disait mieux l'État que le Front populaire. Et maintenant, il ne faut pas dire que la Turquie est très loin, parce qu'on est dans le même monde et tout ce qui fait, vous vous souvenez, il y a très peu de temps, il y a eu des assassinats des Kurdes à Paris, donc tout c'est en connexion. On ne peut pas dire que c'est loin de nous, parce que les Kurdes, les Turcs, les exilés, les Arméniens sont partis de la France, de l'Europe. Donc tout ce qui se passe là-bas touche, même c'est un petit exemple, mais pas seulement. Donc c'est impossible de ne pas prendre au sérieux les régimes fascistes et de ne pas converger avec les résistances contre ces régimes. Et je pense que vous êtes en train de le faire en être présent ici. Ça ne suffit pas, mais c'est un petit grain. C'est la même chose en Iran, en Turquie, en Arménie, dans plein d'endroits au Kurdistan. Et je disais toujours, surtout quand il y avait les premiers assassinats en Iran, il n'y a pas longtemps, surtout aux femmes kurdes, mais aussi aux femmes iraniennes en général, et je disais que faire des manifestations ici ne suffit pas. Il faut faire, les pacifistes, entre guillemets, doivent faire des actions actives. Aller là-bas ou faire des choses qui dérangent. Et vous faites ça maintenant. Il y a une centaine de personnes de délégation française
qui sera à Istanbul demain. Donc c'est un acte de solidarité très important pour moi. Et vous allez applaudir après. Parce que mon procès montre à la fois la continuité du régime répressif. Donc avant Erdogan, ça commençait mon procès, c'est 25 ans. J'étais pas née à l'époque. Et aussi, comment dire, rien n'est nouveau. À partir du génocide des Arméniens, à partir des massacres des Kurdes, des Grecs, à tout, il y avait comment dire, ce régime répressif existait depuis longtemps. Et comme j'étais en prison avant ce gouvernement, il y avait, je ne sais pas, à peu près 80 000 personnes en prison, prisonniers politiques. Donc ça n'a pas commencé comme ça. Et avec la guerre qui existe depuis longtemps en Turquie, il y a une répression, une violence terrible. Donc je suis un tout petit point dans ce grand tableau. Tout petit point, très petit. Et ma petite lutte de justice, qui est 25 ans, c'est rien par rapport à la lutte de justice, d'abord des Arméniens, depuis les génocides, et après les Kurdes, et après des Grecs, après tous les autres problèmes. Donc moi, je pense que mon procès, c'est l'un des indicateurs du mal enraciné dans le pays. Et il y a aujourd'hui, vous allez voir quand vous allez partir, donc je vous ai mis déjà en contact avec plein de mes camarades, il y a une grande convergence maintenant en Turquie. Et une grande convergence des luttes qui se paraissent très diverses, mais c'est très important. Mais il y a beaucoup, les rapports de force sont très importants. Vous avez vu en Iran, même s'il y a des convergences, même s'il y a la mobilisation, vous avez vu en Kurdistan, les rapports de force, il y a beaucoup de différences de force. Donc les positions des pays européens, ou occidentaux, ou des pays forts, sont très importants. Et parce que tant qu'il continue les relations économiques, les relations géostratégiques, on ne peut pas changer grand-chose. Et donc, dans ce contexte, je dédie ce médaille aux résistants en prison en Turquie, surtout aux femmes, que je connais la plupart, Gülten Kışanak, Çiğdem Mater, il y a beaucoup de personnes, et je le dis à elles, et aussi aux hommes, Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, mais surtout aux femmes, parce que la convergence des luttes s'est passée d'abord entre les femmes, et surtout les femmes kurdes ont créé des espaces extraordinaires en Turquie, autour des mairies, et elles sont toutes des otages du gouvernement aujourd'hui. Donc, elles ne peuvent pas parler qu'en prison, mais moi je peux être ici et je peux parler. Donc, je dédie surtout cette médaille à elles et à eux aussi après. Et aussi, pour toutes les amies qui sont présentes ici et qui ne sont pas présentes ici, des militants de la cause arménienne qui luttent pour la justice. Surtout pas pour les reconnaissances, mais parce que les reconnaissances du bourreau, c'est pas très important. Mais pour la justice, c'est important. Et je les salue et je dédie aussi à ces amis. Et je dédie surtout je dédie cette médaille à des militants kurdes à Paris qui luttent pour la justice autour de 6 assassinats à Paris. Parce que cette justice est très liée à mon procès. Mon procès, au début, ils m'ont posé aucune question, j'étais en prison. Mais à l'époque, ils voulaient criminaliser les Kurdes parce que c'était cette période de 1998, c'était organisé contre le mouvement kurde. C'était donc ils ont arrêté quelqu'un, il a dit oui c'est moi qui ai fait pour le PKK, et j'étais en prison. Après ils ont dit on va la punir aussi, ils m'ont mis après dedans. Donc maintenant je crois qu'ils regrettent de m'avoir mis dedans. Parce qu'il y a plein de procès comme ça
qui finit dans 2 mois, dans 3 mois. Et comme ça, les Kurdes sont criminalisés. Donc, ce procès montre à la fois la position de l'État turc contre les questions kurdes, parce que quand même, malgré toutes les répressions, les Kurdes ont réussi à faire des convergences, à faire changer la population, à mettre la question. Le mot kurde était interdit en Turquie quand j'étais jeune. Et maintenant, c'est devenu un fait important. Donc, malgré ça, on voit que le positionnement de l'État turc n'a pas changé. Donc, il est toujours dans une position archaïque. Donc, c'est pour cette raison-là. Je crois qu'on peut applaudir toute cette résistance qui lutte à Paris pour la justice, donc qui demande à l'État français d'ouvrir les dossiers, un peu de lumière contre les ténèbres, et aussi pour les prisonniers, et comme je dis, pour les Arméniens. Merci beaucoup. Mais c'est important aujourd'hui d'être présent, et nous sommes fiers d'avoir contribué, d'avoir construit ce moment de mobilisation autour de Pounaj. C'est un combat qu'on mène ensemble, et d'avoir réussi ensemble avec la Ligue des droits de l'homme, avec le soutien de Jean-Luc et des élus réunis, d'avoir réussi à 2 jours du procès de Pounaj à Istanbul, envoyer un message de solidarité affirmé pour dire que Pounaj n'est pas seule. Elle n'a jamais été seule, elle n'est pas maintenant, elle ne le sera pas. Au contraire, les forces autour d'elle s'agrandissent, se multiplient, et qu'ils fassent attention. On arrive. Ça, c'est important. Moi, je pense que l'accord, on tenait à être présent en tant qu'association de lutte de l'immigration, qui existe maintenant depuis 42 ans, créée par des travailleurs, mais aussi des réfugiés qui ont dû fuir dans les années 80 un coup d'État militaire en Turquie. Nous avons fait connaissance avec Pounaj dans nos luttes communes pour l'égalité, la justice, la liberté, la fraternité, ici, mais là-bas aussi, le combat sur les murs. Et ici en France, avec l'ensemble des associations d'immigration, notre combat continue contre toutes les formes de racisme, de discrimination, pour l'égalité des droits, notamment l'égalité des droits des femmes et hommes, pour la régularisation des sans-papiers, le droit de vote, contre les différentes lois et projets de loi concernant la soi-disant problème de l'immigration, qui ne font que renforcer la stigmatisation et augmentent la fragmentation de la population française. L'exemple de la loi dite contre le séparatisme en est un exemple dont nous combattons avec la Ligue et d'autres associations. Nous demandons la suppression parce que c'est devenu un épée de Damoclès sur nos associations et sur nos futurs combats. N'oublions pas que ces différentes lois concernant l'immigration, qui sont suscitées depuis maintenant une vingtaine, 25 années, n'ont fait que renforcer malheureusement la montée des idéaux d'extrême droite qui représentent aujourd'hui une démocratie, un danger pour la démocratie en France. Et désormais, on peut dire que l'extrême droite est au porte du pouvoir. Quand on voit le nombre de députés qui sont aujourd'hui arrivés à l'Assemblée nationale, donc on voit qu'il y a le pourcentage de personnes qui ont voté pour ces idées d'extrême droite avec différents bulletins de vote lors du présidentiel, il y a vraiment un danger. Et en même temps, donc, qui dit émigré dit souvent travailleur, qui dit travailleur dit lutte sociale, et c'est des gars, nous faisons partie bien sûr des 93% du monde du travail qui vont debout contre la casse de notre système de retraite. De 64 ans, on ne veut pas. Donc ça c'est un combat social et l'immigration. Là-bas, de l'autre côté, en Turquie, le combat pour la justice et la démocratie continue dans cette atmosphère de fin de règne. À 45 jours des élections, le pouvoir frappe. Il peut aveugler et terroriser par l'idée de perdre le contrôle. Le régime islamo-nationaliste d'Erdogan perpétue et renforce la répression qui existe avant lui en Turquie et qui s'abattait sur toutes les personnes solidaires des opprimés, à l'exemple de Pounaj, c'est-à-dire les personnes solidaires des Kurdes, des femmes, des personnes LGBT, des Roms, des Arméniens, des Alévis, et la liste est assez longue. Pounaj demeure un exemple de longévité, étant donné qu'elle a subi depuis 25 ans, oui, 25 ans, la moitié de sa vie, un harcèlement judiciaire utilisé à des fins politiques. Le procès de Pounaj est devenu un exemple
un symbole de lutte pour la démocratie en Turquie. Les otages politiques sont légion, comme Osman Kavala, les inculpés de Gezi, Selahattin Demirtas et des milliers d'autres moins connus, pourtant qui continuent de croupir dans les prisons turques. Oui, nous sommes fiers de marcher côte à côte avec Pınar dans ce fleuve de convergence des luttes ici et là-bas. Nos valeurs ne sont pas à géométrie variable, selon les pays ou les gouvernements. Elles sont universelles et nous sommes fiers de les rappeler ici. C'est donc tout naturellement et détermination que nous continuerons à œuvrer pour la fraternité des peuples et la reconnaissance des droits du peuple kurde et autres minorités en Turquie. Nous continuerons à exiger que la Turquie réintègre la Convention d'Istanbul destinée à lutter contre les violences faites aux femmes. Nous continuerons à lutter contre le négationnisme pour la reconnaissance du génocide arménien et enfin nous continuerons de lutter contre l'homophobie et pour l'égalité des personnes LGBTI. Voilà ce que, selon nous, l'universalité des droits et l'image que nous représentons de la République, la vraie République. Merci. Bonsoir, bonsoir cher Pınar, bonsoir tout le monde. Je suis Nicolas Ratimbella, merci de ne pas avoir écorché mon nom et merci de ne pas l'avoir prononcé, vous l'auriez écorché. Donc je suis membre du conseil d'administration d'Amnesty International et je représente bien sûr toute notre organisation ce soir. Alors nous vous remercions de l'invitation à participer à cette soirée de soutien. Merci à la CORF, l'Assemblée citoyenne des originaires de Turquie, de la Ligue des droits de l'homme, des collectifs de solidarité avec Pınar Selek, de la mairie de Paris, bien entendu, et de toutes celles et ceux qui se sont mobilisés pour soutenir Pınar et qui sont là ce soir. Nous ne pouvions évidemment pas manquer de manifester notre soutien à Pınar. Je me permets de t'appeler Pınar parce que tous les défenseurs des... Pınar. Pınar. Ça sera encore mieux. Et donc notre soutien à Pınar, comme nous apportons notre soutien à tous ceux et toutes celles qui, comme elle, défendent les droits humains en Turquie ou qui sont victimes de la politique répressive du gouvernement turc en risquant leur liberté, leur carrière, leur vie familiale, leur vie parfois, et non seulement la risquant, mais souvent la voyant détruite, ou les voyant détruits. Alors, je ne vais pas redire tout ce qui a été dit sur le caractère ubuesque et cruel de l'acharnement de l'État turc à son encontre, de la façon dont l'État turc instrumentalise la lutte contre le terrorisme contre elle, de son instrumentalisation de la justice, de son acharnement, de sa violence, tout simplement parce qu'elle veut faire valoir ses droits à penser, à s'exprimer, à interroger la société autour d'elle. La tribune que nous avons signée avec beaucoup d'autres, que la situation de Pınar indigne, et qui est parue dans Le Monde, en fait un résumé, mais mes prédécesseurs m'ont déjà parlé de la situation, mais qui est bouleversante, il faut le dire. Alors, le cas de Pınar, qui nous réunit ce soir, est emblématique et s'inscrit dans une situation toujours plus hostile aux droits humains en Turquie, et permettez-moi, si vous le voulez bien, d'en profiter pour en dire un mot. Or, notre rapport annuel 2022, ce n'est pas de la publicité, mais vient de sortir, et le rapport sur la Turquie est accablant. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Au niveau de la liberté d'expression, liberté de réunion, des responsables politiques d'opposition, des journalistes, des défenseurs des droits humains, des simples citoyennes et citoyens ont fait l'objet d'enquêtes, ont été poursuivis et condamnés sans le moindre élément de preuve. Le Parlement a modifié de manière draconienne la législation existante, limitant encore davantage la liberté d'expression en ligne. Le droit à la liberté de réunion pacifique a été limité, bafoué. 3 ou 4 exemples parmi beaucoup. Atteinte à la liberté d'expression, en juin, 16 journalistes appartenant à 3 organes de presse, ainsi que le coprésident de l'association des journalistes, Dick Lefila, ont été placés en détention provisoire. Il était accusé, d'appartenance à une organisation terroriste, mais n'avait pas été officiellement inculpé à la fin de l'année. Acharnement. 11 membres du Bureau national de l'Ordre des médecins de Turquie avaient été accusés de, propagande terroriste et d'incitation à la haine. Au mois de septembre, la Cour d'appel régionale d'Ankara a annulé les condamnations prononcées en 2019. Le parquet a fait appel de cette décision en octobre auprès de la Cour de cassation.
Le recours était encore en instance à la fin de l'année. Atteinte à la liberté de réunion, en juin, la police anti-émeute a empêché la tenue du 900e rassemblement pacifique du groupe dit des Mères du Samedi, qui dénonce les disparitions forcées survenues dans les années 1980-1990. L'avocate et l'avocat spécialiste des droits humains, Öztürk Doğan et Eren Keskin, ainsi que plusieurs proches des victimes de disparitions forcées ont été arrêtés à cette occasion. Et la police a eu recours à une force illégale pour arrêter des centaines de personnes qui participaient à des marches de fierté organisées dans plusieurs provinces. Droits des femmes, ça a été mentionné, le Conseil d'État a refusé d'annuler la décision prise par la Turquie en 2021 de se retirer de la Convention d'Istanbul. Alors pour mémoire, ça a été dit rapidement, la Convention d'Istanbul, ou Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, est un traité international du Conseil de l'Europe amenant les États signataires à s'entendre pour l'élimination de toutes les formes de violence envers les femmes, y compris la violence conjugale et familiale. C'est le premier instrument juridiquement contraignant au niveau pan-européen offrant un cadre juridique complet pour la prévention de la violence, la protection des victimes et la fin de l'impunité des auteurs de violences. Alors tous les États membres du Conseil de l'Europe l'ont signé, sauf l'Azerbaïdjan et la Russie. Et maintenant la Turquie qui l'a quitté, je crois, en voyant un signal clair sur sa conception du droit des femmes. Dans ce cadre, d'ailleurs, d'hostilité aux droits des femmes, une procédure de dissolution a été engagée en avril de l'année dernière devant le tribunal civil de première instance d'Istanbul contre la plateforme « Nous arrêterons les féminicides », qui est une ONG et qui a été accusée de s'être livrée à, j'ouvre les guillemets, des activités illégales et immorales portant atteinte à la structure familiale turque sous prétexte de défendre les droits des femmes. C'est horrible. Enfin, sur les réfugiés, c'est vrai que la Turquie reste le pays au monde qui accueille le plus grand nombre de personnes réfugiées. Cependant, des renvois sommaires, violents, notamment d'Afghanes et d'Afghans, sont soldés par des morts, des blessés graves, dans un contexte de discours racistes, hostiles aux personnes réfugiées, tenus aussi bien par des responsables politiques que par la presse. Et des allégations graves et dignes de foi font état d'actes de torture et d'autres mauvais traitements dans les prisons turques. Donc, comme on le voit, être aux côtés de Pinar, c'est de se battre pour elle, ce qui suffirait à justifier d'ailleurs notre engagement et notre présence ce soir, mais c'est aussi se battre, comme il a été dit, pour les droits humains en Turquie et dans le monde. Un combat que nous ne cesserons pas de mener, et chère Pinar, nous sommes vraiment fiers, en tant qu'Amnesty, d'être à vos côtés ce soir, et résolus à vous défendre. Merci pour votre combat. Merci. J'ai écouté à l'instant ce qui vient d'être dit par les uns et les autres sur la situation en Turquie, et je ne peux pas m'empêcher de penser, lorsqu'on évoque la situation en Turquie, au drame qui a eu lieu tout récemment à Istanbul, dans une prison, quand une avocate qui était emprisonnée parce qu'elle est suspectée, en raison du fait qu'elle est avocate, d'être la complice de son client, quand une avocate, pour dire toute l'injustice de sa situation, a cessé de s'alimenter, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce qui s'est passé dans cette prison au 238e jour de sa grève de la faim, quand elle a expiré. Voilà la situation en Turquie, quand une personne comparaît devant une juridiction. C'est un pays qui ne respecte pas les droits de la défense. C'est un pays, quand on est présenté à un tribunal, qui laisse chacun dans la plus grande incertitude. Et c'est un pays dans lequel, quand l'audience débute, c'est le chaos qui règne, en vérité, dans l'esprit des uns et des autres, certainement dans l'esprit du juge, dans la salle d'audience, en dehors. Et demain, je vais prendre l'avion pour aller à Istanbul, avec vous, monsieur l'adjoint à la maire de Paris. Alors, peut-être pas dans le même avion, mais nous nous retrouverons à Istanbul ensemble. Et je m'attends devant le tribunal, comme
à tous les procès de Pinar Sellek auxquels j'ai assisté, à une sorte de chaos. Je m'attends aux manifestations de soutien en dehors. Je m'attends aux turbulences de l'audience. Je vois presque déjà le grand corps magnifique d'Alp Sellek, le père de Pinar, se lever pour plaider pour sa fille pour la 5e fois. Je vois le corps plus petit, mais le regard déterminé bien sûr de Seyda Sellek, la sœur de Pinar, qui est devenue avocate pour défendre sa sœur, se lever, elle aussi. Peut-être pas pour la 5e fois, mais je ne sais pas si elle était avocate lors de ton premier procès. Non, elle est devenue avocate quand j'étais plus tard. Elle a commencé quand j'étais en prison. Elle a commencé ses études quand tu étais en prison. Je vois ce chaos et je ne peux pas m'empêcher de vouloir remercier la ville de Paris, ses élus, l'unanimité qui s'est manifestée devant nous. Je ne peux pas m'empêcher de vouloir remercier la ville de Paris de nous offrir quelque chose de très singulier pour un avocat, qui est de voir sa cliente, c'est ainsi que je suis dans un rapport, outre d'affection bien entendu, d'immense admiration pour Pinar Sellek, mais disons-le, je suis son avocat, de voir sa cliente honorée à la veille de son procès, comme elle l'a été par la capitale de la France, par Paris. Ce n'est pas rien. Il faut savoir que Pinar Sellek, chacun l'a dit, il y a 1000 façons de lui rendre hommage. Moi, je suis plus un défenseur. Juste, il y a quelque chose qui m'a toujours frappé dans son parcours. Et on n'en parle peut-être pas suffisamment, parce que c'est d'évidence. Pinar Sellek est une femme qui ne se tait pas. Et c'est une femme qui ne se laisse pas intimider. Et il faut comprendre que, après avoir vécu ce qu'elle a vécu, après 1998, son arrestation, la torture, elle ne se tait pas. Elle ne quitte pas la Turquie tout de suite. Elle quittera la Turquie plus tard. Mais depuis la Turquie, cette étude de sociologie qui va toucher du doigt la question de l'éducation des hommes, la question du rôle de l'armée dans l'éducation des hommes, avec ce sous-titre frappant, « Comment devenir homme rampant ?» depuis la Turquie. Le dire, ce qui va conduire plus tard à l'annulation du 2e acquittement en 2008, c'est quelque chose de remarquable qui laisse pantois d'admiration, et véritablement, je pense qu'il faut le dire, cette résistance est très clairement la raison pour laquelle Pinar Sellek, 25 ans plus tard, bientôt 25 ans plus tard, on peut le dire maintenant, 25 ans plus tard, continue à être ciblée par les autorités turques. Vraiment, je pense qu'il faut le dire, la ville de Paris a honoré une femme extraordinaire, une résistante comme le monde en fait finalement trop peu. D'une certaine façon, je pense qu'on peut le dire, la ville de Paris s'est un peu honorée de, vous l'avez dit d'ailleurs, monsieur l'adjoint à la maire de Paris, s'est honorée en honorant Pinar Sellek. Merci. Parler pour la coordination des collectifs de solidarité avec Pinar Sellek. Voilà, merci beaucoup. Et ce n'est pas un discours que j'improvise, c'est un discours qui est collectivement construit avec une série d'échanges, et c'est tous les comités, tous les collectifs qui sont aujourd'hui présents à travers cette parole que je vous porte. À quelques heures de la nouvelle audience qui aura lieu à Istanbul, vendredi 31 mars, on l'a dit, on le redit, contre Pinar Sellek, la mobilisation en soutien à la chercheuse, à l'écrivaine et à la militante de Turquie exilée en France ne cesse de s'accroître, et nous nous en réjouissons. Les 19 collectifs de solidarité avec Pinar Sellek, basés à Nice, à Lyon, à Paris, à Strasbourg, à Bordeaux, à Marseille, à Genève, etc., ont été rejoints ces derniers mois par une forte mobilisation émanant de la société civile
et du monde académique, politique, culturel. Ainsi, plusieurs municipalités ont apporté leur soutien officiel à Pinar Selek ces dernières semaines. La ville de Nice, les équipes municipales de Marseille et de Villeurbanne, la ville de Paris ce soir et demain celle de Lyon. Une tribune commune en faveur de Pinar Selek a été signée par 52 parlementaires de divers bords politiques. Au niveau académique, la sociologue et enseignante a été nommée présidente d'honneur de l'ACES, l'Association des sociologues enseignants et d'enseignantes du supérieur. On les a entendus ce soir. 33 laboratoires et centres de recherche universitaires à travers la France ont voté des motions de soutien en sa faveur. Le Collège des sociétés savantes académiques de France, qui réunit 67 associations professionnelles savantes, a également affirmé, avec raison, son soutien à la chercheuse que tu es. Le campus de l'INSPE de Nice a été rebaptisé Campus Pinar Selek. Et on le sait, ça fait un peu de bruit jusqu'en Turquie, puisqu'il y avait certains qui étaient assez fiers d'avoir un nom turc en France. En tant que militante engagée, dans les combats féministes, écologistes, antimilitaristes et de tous les droits et toutes les luttes pour les droits de tous sans discrimination, Pinar Selek a également reçu le soutien d'un très grand nombre d'organisations qui rejoignent ces combats. Ces soutiens sont si nombreux qu'il est impossible de les citer tous ici, de la Ligue des droits de l'homme à Amnesty International, qu'on a entendu ce soir, de la Marche mondiale des femmes au planning familial, de la CIMAD à l'Union syndicale solidaire. Il est à noter aussi que des réseaux du monde entier expriment leur solidarité avec Pinar Selek, tels que la Ligue des femmes iraniennes pour la Ligue pour la démocratie. Et nous avons aussi reçu des messages importants. Il y a des mobilisations aujourd'hui au Brésil. Véritablement, Pinar Selek est internationalement connue, internationalement soutenue, internationalement avec nous dans nos luttes. Les étudiants et étudiantes et les jeunes féministes se sont également mobilisés massivement pour soutenir Pinar Selek. Cette semaine, dans plus de 60 villes de France, des colleuses féministes ont inscrit sur les murs de leur ville des messages de soutien en sa faveur. Un exemple, Erdogan en prison, Pinar Selek en vacances. Plusieurs dizaines de librairies à travers la France et la Suisse se sont constituées en un réseau de librairies solidaires avec cette écrivaine, autrice de plusieurs essais, contes et romans. Des tribunes émanant des milieux politiques, universitaires, culturels ont été publiées ces dernières semaines dans de nombreux médias, les radios, les télévisions, la presse écrite. Dans l'une des dernières en date parues dans Le Monde, on trouve la signature de personnalités publiques comme Robert Badinter, les prix Nobel Annie Ernaux et Shirin Ebadi, ou encore Ariane Mouchkine. Et c'est mérité. Enfin, une délégation constituée, on en a parlé longuement, mais je le redis, c'est dans le texte, et nous en sommes très contents. Enfin, une délégation constituée d'une centaine de personnes issues du monde académique, politique, militant, d'élus et de députés, de magistrats et de magistrates, venus de France, de Suisse, de Belgique, d'Allemagne, d'Italie ou encore de Norvège. Cette délégation va se rendre à Istanbul ces prochaines heures pour tenir un rôle important, un rôle d'observatrice internationale lors de ce 5e procès contre Pinar Selek qui se tient à Istanbul. La diversité et la richesse de ces soutiens, qui ne fait que s'accroître de jour en jour, témoignent de l'immense vague de solidarité qui entoure Pinar Selek, autour d'une exigence répétée
inlassablement, après 4 acquittements et 25 ans de procédure judiciaire, que cesse enfin la persécution judiciaire à son endroit. Ça a été dit, on le répète, et on le répétera aussi longtemps qu'il le faudra. Notre solidarité avec Pinar Selek n'est ni celle condescendante d'un pays qui serait vertueux, faisant la morale à un autre État, ni celle à sens unique que l'on devrait à une personne enfermée dans une identité de victime. Non, elle est celle égalitaire de personnes qui combattent ensemble les mêmes systèmes de domination, qui combattent ensemble les mêmes problèmes qui sont à l'œuvre en Turquie comme en France, mais aussi dans d'autres pays. L'autoritarisme, le militarisme, l'oppression patriarcale, les destructions écologiques sont des fléaux bien présents en France comme en Turquie, mais aussi ailleurs, à divers degrés bien sûr. Préserver la liberté de recherche et la liberté de penser, préserver la liberté de créer de Pinar Selek, c'est défendre en même temps nos libertés. Ça a été dit, mais c'est très important de bien le redire et de bien le comprendre et de l'affirmer. Nous sommes nombreux, nombreuses à avoir bénéficié de ton apport, de ton soutien dans nos combats depuis 13 ans que tu es là, comme ami, comme camarade Pinar, en exil en France. Se battre pour la vérité et la liberté de Pinar Selek, c'est en même temps se battre pour nos libertés. C'est un même étau que nous tenons de desserrer ensemble. Et c'est dans cet effort que nous nous tenons la main. Merci beaucoup. Alors, je m'auto-donne la parole. Je ne vais pas bouger pour aller plus vite. Donc, je suis ici au nom de la science, des sciences humaines et sociales particulièrement, et très précisément au nom de 3 associations professionnelles que je représente à cette tribune. L'ACES, Association des sociologues enseignants du supérieur, que j'ai l'honneur de présider, l'AFS, Association française de sociologie, et l'AFSP, Association française de sciences politiques. Ces associations académiques se sont engagées aux côtés de Pinar dans l'épreuve de son 5e procès, en défense des libertés académiques menacées dans le monde, dont elle est encore aujourd'hui malheureusement l'emblème. Mais ce soutien scientifique est plus large, et je vais moins l'énumérer parce que beaucoup de choses ont été dites, donc j'avais une espèce d'inventaire à l'après-vert beaucoup plus aride que poétique, mais j'ajouterai le soutien très récent, mais qui est important, de France Université, le cercle qui représente 117 présidents et présidentes d'universités et d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche française, l'Université de Strasbourg et l'Université Côte d'Azur, où Pinar a enseigné et enseigne aujourd'hui, qui partent comme des représentants des 3 associations que je vous ai citées à Istanbul, à la délégation dont il a été fait mention. Le collège académique, évidemment, de France, qui représente quand même 44 000 membres, des syndicats de notre univers professionnel et évidemment de très nombreux collègues qu'il ne s'agit pas ici d'énumérer. Ils ont également interpellé le gouvernement français en lui demandant de protéger Pinar Selek et de manifester publiquement son soutien à celle qui est aujourd'hui enseignante-chercheuse française en poste à l'Université Côte d'Azur et au laboratoire de recherche URMIS, où elle mène notamment des recherches sur les migrations internationales. Sachez que nous avons été reçus au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui nous a réaffirmé sa préoccupation à l'égard des libertés académiques et de Pinar Selek. Nous continuerons de lui demander le fameux soutien public que nous trouvons aussi bien absent et bien silencieux comme une protection effective. Mais que sont ces fameuses libertés académiques qui émaillent mon propos? On parle aussi communément de liberté scientifique. Concrètement, un enseignant-chercheur, être enseignant-chercheur, cela signifie pouvoir librement mener ses recherches, autrement dit ses investigations, enseigner et exprimer des points de vue critiques. Ce sont les libertés académiques qui garantissent l'indépendance du savoir, donc l'enrichissement des connaissances, base d'une science vertueuse au service de l'intérêt général. Mener une recherche en sciences humaines et sociales, en particulier dans les disciplines que sont la sociologie et les sciences politiques,
c'est bien souvent collecter des données qualitatives, autrement dit recueillir des propos d'individus par le biais d'entretiens. Pour que les individus en question acceptent de se livrer à nous, scientifiques, nous leur garantissons la confidentialité et l'anonymat de leurs témoignages qui formeront l'une des bases de nos analyses ultérieures. Telle est notre éthique professionnelle. Or, c'est précisément parce que Pinard a refusé de révéler à la police, donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais l'identité des militants kurdes qu'elle avait interviewés dans le cadre de sa recherche en 1998, qu'elle a été dans un premier temps arrêtée, torturée, puis ce procès monté de toutes pièces et qui se rejoue une 5e fois dans quelques jours. Aussi, le procès qui se tiendra après-demain est bien sûr éminemment politique, s'attaquant au-delà de sa personne à une minorité persécutée, notamment en Turquie, les Kurdes. Mais il s'agit aussi d'un procès contre la science, contre lequel nous nous érigeons et face auquel le gouvernement français doit se positionner pour défendre l'une de ses universitaires. J'aimerais enfin terminer sur une note plus personnelle. Je n'ai fait la connaissance de Pinard que très récemment. Je connaissais bien sûr son cas, emblématique de cette menace constante contre les libertés académiques dont je vous parlais. Je savais qu'il s'agissait d'une sociologue d'origine turque, persécutée sans relâche par un pouvoir autoritaire, comme l'étaient en différents endroits du monde d'autres collègues. Je savais bien sûr qu'elle était exilée en France. Je savais qu'elle menait des travaux de recherche auprès de groupes dits minoritaires, dans une démarche méthodologique de co-construction avec les enquêtés du savoir sociologique. Autrement dit, une méthode de travail qui refuse la posture de surplomb qu'affectionnent souvent les savantes et les savants. Mais ce n'est que qu'il y a quelques mois, grâce à une collègue de l'association qui est ici ce soir, Angéliki Drongiti, que j'ai fait la connaissance de Pinar Sellek en personne. Et je dois dire qu'il y a dans une vie des rencontres qui vous marquent profondément, et celle-ci en est une, pour moi comme pour les autres camarades de sociologues de l'association que je représente. Aussi, comme d'autres, je tiens à dire que l'ASES est fière et honorée que Pinar ait accepté d'être sa présidente d'honneur. Et pour cela, je t'en remercie encore. Je souhaite finir en disant au nom de la science que s'attaquer à Pinar Sellek, enseignante très appréciée de ses étudiantes et étudiants, chercheuse estimée de ses collègues, c'est s'attaquer à l'université française. Et que l'université française ne le tolère pas et ne le tolérera pas. Justice pour Pinar. De l'association des élus contre les violences faites aux femmes. Bonjour à toutes et à tous. Mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les représentants des associations et collectifs de soutien à Pinar. Cher Pinar, beaucoup a été déjà dit sur ton historique de ton combat, tant en faveur des minorités opprimées, notamment des Kurdes, Arméniens, LGBT, que pour résister au harcèlement politico-judiciaire dont tu as fait l'objet de la part du gouvernement turc depuis 25 ans. C'est un combat long, trop long, douloureux, mais ô combien courageux. Il a été fait référence également à tes recherches sociologiques à l'instant et au soutien nombreux et mérité dont tu fais l'objet dans ton milieu professionnel. Mais peu a été dit encore sur tes talents d'écrivaine. Je voudrais citer L'Insolente, ou Parce qu'ils sont arméniens, La Maison du Bosphore, Loin de chez moi, mais jusqu'où, par exemple. A été évoqué aussi ton engagement féministe, et cela à juste titre, puisque ton action contre les inégalités structurelles sociétales ne peut que rejoindre, croiser, soutenir les actions féministes contre le patriarcat, base d'organisation d'une société inégalitaire partout dans le monde. Je souhaite intervenir ici pour rappeler l'engagement en retour de très nombreuses associations féministes dès 2009, comme par exemple la Marche mondiale des femmes, la Marche mondiale française également des femmes, Femmes solidaires, l'Assemblée des femmes, la VFT, l'Association française contre les violences faites au travail, le planning familial et d'autres encore, je ne peux toutes les citer, qui ont chaque fois fait des communiqués, organisé des réunions, des marches pour sensibiliser l'opinion et les élus, envoyé des représentantes en soutien à Pinar pour les différents procès qui lui ont été intentés. De même, l'association pour laquelle j'interviens ici aujourd'hui, l'association des élus contre les violences faites aux femmes, a été créée en 2003 par une vice-présidente verte du conseil régional, Francine Bavet. Notre association s'est constamment mobilisée en soutien à Pinar, car la situation que vit Pinar depuis 25 ans, c'est une terrible violence. Et il était évidemment
naturel pour nous de lui apporter tout notre soutien. ECVF, c'est une association transpartisane constituée par des élus, femmes et hommes, pour aider les élus et les collectivités territoriales adhérentes à mener des politiques publiques de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes, toutes les violences. La présidence tourne tous les 2 ans entre les représentants des différents partis, car les violences faites aux femmes n'ont pas de couleur politique. Je salue amicalement l'actuelle présidente, Michèle Vitrac-Couzoulé, membre du Parti socialiste ici présente, qui a succédé à Hélène Bidard, membre du PCF, adjointe aux droits des femmes de la ville de Paris. Pour revenir au soutien de CVF à Pinard, en 2012, c'est Mine Gumbay, d'origine turque, élue adjointe aux droits des femmes à la ville de Strasbourg à ce moment-là, qui représentait sa collectivité dans notre conseil d'administration. C'est elle qui, la première fois, nous a fait connaître la situation de Pinard, en nous appelant à co-signer un courrier d'une 50aine d'associations féministes adressé à Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre aux droits des femmes à l'époque, et au président François Hollande, pour demander la protection de la France pour Pinard, ce que nous avons bien entendu accepté tout de suite. Puis notre association, dont Geneviève Courreau était présidente de 2013 à 2015, membre du Parti socialiste à l'époque, a mené différentes actions de soutien, souvent en partenariat avec l'association Assemblée des femmes, dont elle-même était secrétaire générale à cette époque-là. Et évidemment, beaucoup d'autres associations féministes, mais aussi des syndicats et des partis politiques. Francine Bavet, qui était fondatrice de CVF en 2003, est allée à Istanbul au procès de décembre 2014 avec Mine Gumbay pour nous représenter. Demain et vendredi, une autre vice-présidente de CVF, d'Europe Écologie, conseillère de Paris, Raphaël Rémy-Leleu, sera également au procès à Istanbul. Le CVF s'est toujours tenu aux côtés de Pinard, pour l'obtention de l'asile politique d'abord, puis notamment de 2016 à 2017, a été particulièrement active pour contourner la situation de blocage de son dossier de demande de naturalisation par la préfecture de Nice, en alertant directement le cabinet du président Hollande en février 2017 pour que le dossier soit finalement débloqué et trouve une issue favorable. Je tiens à ce titre à rendre particulièrement hommage à Geneviève Courreau, qui ne peut être ici aujourd'hui avec nous, parce que justement elle est prise à Marseille dans toutes les actions de soutien à Pinard. Mais elle a joué un très grand rôle dans l'attribution de ces statuts. Nous espérons vivement que Pinard, toi, tu verras une fois de plus ton innocence reconnue, j'en suis sûre, lors de ce procès nouveau. Tu es non seulement un symbole de la résistance d'un peuple, le tien, mais aussi de plusieurs peuples luttant pour leur liberté. Mais ta force encourage aussi toutes les féministes dans leur lutte contre la société patriarcale et pour un monde nouveau, un monde de paix et un monde d'espoir. Nous avons été, nous les féministes, et nous serons toujours à tes côtés, et aux côtés de tous ceux et toutes celles, nombreuses et nombreux, qui, en Turquie, au Kurdistan, en Palestine ou ailleurs, luttent pour la liberté et la justice de leur peuple, et solidarité avec les femmes du monde entier. C'est très difficile de passer en fin de position, les gens sont assez fatigués. J'avais un copain britannique comme ça, il commençait en disant je vais être bref. Et il ajoutait je ne vais pas vous garder longtemps, comme disait Henri VIII à ses femmes. Je vais uniquement parler de courage. En fait, je suis un spécialiste de la guerre irrégulière, la guérilla.
Bon, ce que j'ai découvert sur le terrain, parce que j'ai vécu des années en Asie, en Afrique, en Amérique latine, un peu partout, dans les 50 dernières années, même 60, c'est que le courage et la détermination, ce sont des vertus cardinales, pas très à la mode aujourd'hui en Europe, et que Pinard symbolise remarquablement. Beaucoup de courage et de la détermination sur la durée. Très important. C'est pas un coup d'éclat, non, c'est serrer les dents pendant un quart de siècle et davantage si nécessaire. Nous en Europe, pour dire très franchement, je nous trouve ramollis. Lorsque la Finlande et la Suède ont voulu faire partie de l'OTAN, la Turquie a mis comme condition aux Suédois: vous rentrerez dans l'OTAN lorsque vous m'aurez livré les représentants d'origine turque qui sont chez vous abrités. Est-ce que nous avons protesté? Nous, soi-disant les représentants des droits humains. Est-ce qu'on a dit c'est irrecevable qu'un État dise tu me rends des mecs pour que je torture? On l'a pas fait. Alors j'aimerais bien, moi, et je ne vais pas insister plus que ça, qu'en France on ne se contente pas de donner une médaille, mais qu'il y ait véritablement une prise de position. Parce que, d'une façon générale, nous avons pris l'habitude de beaucoup parler, nous disons c'est inadmissible, traduction, je l'admets. C'est ça que ça veut dire. Je suis concerné, ça veut dire, bon, c'est intéressant, mais je ne vais rien faire. Non, il faut se brouiller. Voilà, ça c'est très important. Donc le soutien, c'est pas à vous que je vais dire qu'il faut la soutenir, vous êtes là. Mais disons que nous, dans nos, comment dirais-je, dans nos autorités, on voudrait tout de même un peu plus de fermeté que cela. Merci. Vraiment par solidarité, féminine, femelle, tout ce que vous voulez, mais pour les femmes, pour Pinard, pour lui dire à quel point je suis à côté d'elle. Ce que je voudrais dire ici, c'est que la démocratie, c'est entendre ce qu'on ne veut pas entendre. Ma chère Pinard, moi je suis tellement ravie de voir cette salle pleine, de voir les municipalités et les associations parler pour toi. Mais vraiment, je pense qu'on n'a pas grand-chose à attendre d'un Darmanin qui propose une fellation pour s'occuper d'un dossier, ou par un président de la République qui vraiment ne veut pas entendre ce que le peuple lui dit. Donc je ne peux qu'être là à tes côtés, ne jamais te lâcher, demander que tout le monde et que toute la société française soit derrière toi. Mais quant à l'État français, j'en doute un peu. Pinard, avec toi de tout mon cœur. Alors, je t'appelle. Robert Guédiguian, réalisateur. Bonsoir. J'avais préparé une lettre qu'a lu mon ami et acteur Gérard Mélin à Marseille, parce qu'il n'y a pas que Paris qui honore Pinard Sénèque. Marseille l'a fait aussi. Je dis ça, je suis nomade quand même, non, bien sûr, mais et je suis internationaliste, même fait mon canon. Faut quand même reconnaître les siens. Donc j'avais écrit cette lettre que je vais vous lire. Pas très bien d'ailleurs, parce que en général, j'ai des acteurs qui lisent pour moi mes textes. Ma belle, il y a des jours où après une défaite, nous sommes découragés. Des jours où toutes nos actions nous semblent vaines. Des jours où la fatigue se transforme en fatalisme. Dans ces jours où le temps se court, où le désespoir nous guette, je pense à toi. Et j'ai honte de ma faiblesse. Nous n'avons jamais été emprisonnés comme toi, nous n'avons pas été torturés comme toi, nous n'avons pas été chassés de notre pays comme toi. Nous pouvons seulement t'écouter, te lire et imaginer ce que tu as vécu et ce que tu subis encore aujourd'hui. Alors, simplement en pensant à toi, ta force devient notre force, ta volonté devient notre volonté, ta vitalité devient notre vitalité.
Le sourire qu'ils n'ont pas réussi à t'enlever devient notre sourire. J'ai fait un film il y a quelques années sur l'histoire et sur la mémoire du génocide arménien, et je l'ai dédié à mes camarades turcs en l'honneur de nos combats communs. Je ne te connaissais pas encore, et pourtant c'est à toi que je m'adressais. Et c'est encore toi qui me soutiens aujourd'hui, lorsque l'Azerbaïdjan agresse l'Arménie soutenue par la dictature turque. Tu es un exemple, ma chère Pınar. Un exemple parce que la seule force qui guide tes engagements est un désir irréductible et universel de liberté et de justice pour tous les opprimés, et surtout, quelle que soit la nature de ces oppressions, sans aucune hiérarchie. C'est cela ton impératif catégorique, et il ne supporte aucune dérogation. Arlène Ascaride et moi-même, à quelques jours de cette nouvelle échéance juridique, formulons un rêve. Nous rêvons que tu nous accueilles en toute liberté dans la maison du Bosphore, dans ta ville à Istanbul, d'où ma famille a été chassée depuis si longtemps. Merci à toi. Je vous propose, avant de passer à la musique avec Metz Bazar, si Pınar veut finir avec quelques mots ce moment de parole. Comme dit Gérald, ça va être très court. Je veux juste vous dire qu'on vient d'apprendre, je viens de parler avec ma soeur, ils ont reporté, l'audience, mais c'était à 9h du matin, mais ça va commencer à 14h. Et c'est pas une gloire, mais ils ont réservé les grandes salles. Et donc c'est important, je pense, c'est des petites choses comme ça. Et aussi à 9h ou à 10h, dans le même endroit, il y avait une manifestation à peu près des fascistes, parce qu'il y avait un assassinat d'un procureur avant, et c'était par une groupe gauche, donc ils voulaient créer une action un peu nationaliste autour de ça, et c'était les mêmes heures. Et comme ils ont vu qu'il y a beaucoup d'Européens qui vont venir, donc ils avaient fait en même heure avec mon procès, en disant qu'il n'y a que des Turcs, des Kurdes qui seront là, et maintenant quand ils ont vu qu'il y a des Européens, donc ils ne peuvent pas annuler la manifestation, ils ont reporté quelques heures l'audience. Donc vous serez protégés, je pense. Je ne vous remercie pas parce qu'on partage les mêmes valeurs, mais c'est une grande... on va gagner si on continue à être toujours en convergence et ensemble. Voilà. Merci. Bonsoir à toutes et tous. On est collectif Metz Bazar. Merci. On est très heureux, très émus et honorés de faire partie de cette soirée de solidarité si importante pour notre chère amie et notre sœur de résistance, Pınar Selek. Merci. On espère que notre musique va donner un peu de joie et de force à Pınar et à toutes et tous qui luttent pour la justice. Et nous avons préparé 3 chants en turc, en arménien et en kurde. Et on espère qu'à travers ces chants, de saluer la solidarité entre les peuples et la lutte pour la paix qui est au cœur du combat de Pınar. Et je voudrais remercier Pınar à toi pour toute la force, toute la poésie, le courage que tu apportes à nos vies. Et ta lutte est notre lutte. J'espère que ce vendredi, on va regagner ta liberté tous ensemble. Je vais être là-bas, oui, avec tous nos camarades. Et vraiment, ta lutte nous donne beaucoup de force. Et grâce à cette force, on garde la tête haute et l'espoir vivant. Merci. Je vais dire une chose, comme j'ai dit que je suis un tout petit point dans le grand tableau. Ezgi, c'est
une grande résistante. Elle a perdu son frère avec la torture de la police. Et donc elle a subi une violence extraordinaire. Après, son père a pris la lutte de justice. Sa mère, elle est suicidée parce que c'était très grave la situation de son frère. Et donc son père a pris le relais et il est mort. Donc dans les familles, il n'y a pas de famille. Son frère est mort, sa mère est morte, son père est mort. Il a essayé de faire une lutte de justice. Et Ezgi, elle est restée toute seule. Mais elle a contacté les avocats, elle a repris tous ces procès. Et maintenant, en Turquie, son procès est devenu un des procès symboliques. Et il y a plein de monde comme mon procès. Donc, elle a perdu sa famille. Elle continue pour la justice pour son frère. Et ma famille. Oui. Et l'audience, c'est... L'audience est le 7 avril aussi. Donc, une semaine après le mien. Vous voyez, la lutte de liberté et de démocratie en Turquie se pose dans les tribunaux. Dans les tribunaux. Ouais. Kanmadım dedi sevdaya, kondum uçamadım. Aşk şarabı doya doya, yandım içemedim, yandım da içemedim. İçmişem sarhoşam dünden, içmişem sarhoşam dünden. Bayram ederim bundan, aşıkların köprüsünden. Döndüm geçemedim, döndüm geçemedim.
un grand troubadour, Aşık Mansouri Sherif. Mon aile a touché l'amour, a effleuré l'amour. Et maintenant un chant arménien traditionnel. On a emmené Mayram pour la marier. On a beaucoup parlé du droit des femmes ce soir. Malheureusement, dans les chants traditionnels, on a souvent des histoires pas très drôles pour les filles, pour les femmes. Alors on la chante, peut-être qu'on peut les chanter différemment aujourd'hui, on peut les chanter en pensant, en rendant honneur à ces jeunes filles, trop jeunes femmes qu'on a emmenées loin de chez elles pour les marier. Et on peut chanter leur histoire pour les honorer. Ah, Mayram, Mayram, Mayram. Ah, Mayram, ah, Mayram, Mayram, Mayram. Ah, Mayram, Mayram, Mayram. Ah, Mayram, ah, Mayram, Mayram, Mayram. Mayram daran kişero. Ah, Mayram, ah, Mayram, Mayram, Mayram. Daran terin numero. Ah, Mayram, ah, Mayram, Mayram, Mayram. Ah,
chanson. Et la dernière, c'est un chant de femmes kurdes qui travaillent le blé dans les champs.